Notre enregistrement va pouvoir commencer. Nous allons pouvoir traiter de la séance de travaux dirigés numéro 5 et donc d'inhabitude au pluriel corporelle asymétrique. Donc, si quelqu'un parmi vous veut narrer un peu quelque expérience. Alors. Je veux bien bien lancer. J'ai un peu d'écho par contre. Ah oui, si. Oula, oui, je m'entends avec une demi-seconde. Je vais essayer de ne pas faire attention à ça. OK. Des auto-observations très intéressantes, puisque j'ai auto-observé un dialogue avec la machine, c'est-à-dire pour initier l'inhabitude, j'ai dû demander à la machine ce qu'était l'habitude pour justement ne pas effectuer ce qui serait le geste habituel. Donc, par exemple, au moment où je voulais créer des asymétries, par exemple, la façon dont je vais me savonner dans la douche, je reprends toujours cet exemple-là, il y a une petite période très, très rapide d'interrogation. Que fait la machine d'habitude pour ensuite induire ce qu'une asymétrie pourrait être par rapport à cette habitude. Donc il y a une forme de processeur au départ qui ensuite permettait de prendre une décision en dehors de la machine de que va être la symétrie à ce niveau-là, que j'ai trouvé intéressante à observer. Et ce que j'ai pu auto-observer aussi, c'est la réponse de la machine au niveau de l'initiation de la symétrie. C'est-à-dire que j'ai un exemple très particulier où, en arrivant devant le haut de l'escalier, en allant vers le bas, donc, j'ai dit à ma machine que j'allais descendre en courant 2 à 2 l'escalier. La machine a répondu « c'est complètement fou, faut pas faire ça ». Donc il y a une espèce de réaction de la machine. Et au dernier moment, en fait, j'ai créé une asymétrie différente. Je suis descendu en pas chassé une par une. Évidemment, je n'allais pas descendre 2 par 2. Mais j'ai auto-observé qu'on pouvait piéger en fait, la machine et créer une réponse émotionnelle associée, que j'ai trouvé assez intéressante également. Et quelque chose que j'ai auto-observé aussi, c'est à force de créer l'inhabitude, la perception de la machine était presque devenue, il n'y a plus d'habitude et donc l'asymétrie n'a plus une forme d'asymétrie, c'est plutôt, au lieu d'avoir, je croise mes jambes par exemple, de droite sur gauche tout le temps, droite sur gauche tout le temps, à force de changer la façon dont je vais croiser mes jambes, la machine n'a plus le sentiment d'habitude, à tel point que certains mouvements que j'aurais effectués tout le temps d'une certaine façon avant, je vais les faire avec une asymétrie, mais il n'y a pas la perception d'inconfort dont j'avais parlé, je crois, la dernière fois. En fait, la machine s'habitue à l'inhabitude. C'est un peu comme ça que je l'expliquerais, vu de l'auto-observation, du niveau de l'auto-observation. Voilà ce que je résumerai en quelques mots. Je dirais que tu nous dis que tu as du mal à repérer les habitudes. Mais je pense que ne s'agissait pas vraiment de repérer les habitudes pour créer une habitude. Parce que les habitudes, elles sont là tout le temps. Donc, tu repères une gestuelle, parce que c'est une gestuelle habituelle. Donc, tu captures, en langage neuroconnectique, c'est une capture, tu captures la réalité. Et cette réalité-là, c'est une habitude. Mais parce que toi, tu n'avais pas justement conscience de ces habitudes, tu ne travaillais pas l'auto-observation, donc ce travail intérieur, tu ne pouvais pas t'imaginer, tu ne pouvais pas savoir que c'était une habitude. Donc, il fallait juste attraper ce qui est et le bousculer un petit peu en une inhabitude asymétrique.
J'aimerais rebondir sur ce que disait Amaury, parce que moi j'ai observé quelque chose, mais c'est plus une habitude, par exemple, de ma biopsychomachine de me coiffer d'un certain côté. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de faire autrement. Et une raie, par exemple, que je mets d'habitude comme ça, ben, j'ai eu envie de la faire autrement. Et j'ai auto-observé ma biopsychomachine en train de faire l'inverse. Et en fait, régulièrement, dans les jours qui suivaient, de le refaire de manière consciente et donc d'auto-observer ma biopsychomachine en train de faire l'inverse et de voir ce que ça procurait justement comme à la fois comme émotion ou comme bien-être ou comme « oh bah tiens », comme étonnement, etc. Et je trouve que c'est, enfin, ça va, il me semble, dans le sens que tu disais, Amaury, dans l'idée qu'on s'auto-surprend en fait, à s'étonner de ce qui se passe, des ressentis, et de s'auto-observer en train de faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire et qu'on décide consciemment de faire autrement. Et puis après, effectivement, ça n'est plus une habitude puisqu'on on a contrecarré cette habitude psychocorporelle. Oui, moi j'ai juste une autre observation par rapport à ça. C'est j'ai auto-observé que lorsque je me servais d'une fourchette ou d'un couteau, c'est extrêmement précis. Donc ma découpe, par exemple, de la main droite est extrêmement précise. Et lorsque j'essaye de réaliser la même tâche avec ma main gauche, là, j'ai constaté que c'était extrêmement imprécis, c'est-à-dire j'ai une certaine maladresse. Et ça veut dire que pour arriver au même geste aussi précis avec la main droite, pour la main gauche, ça nécessite un véritable effort et un apprentissage qui ne va pas de soi du tout. Et le temps qu'il faut pour réaliser la même précision et aussi une sensation associée qui soit une sensation de liberté, de fluidité entre ce que je décide et ce que j'effectue est extrêmement difficile. Ça met beaucoup de temps en fait. Je sais pas, on va pouvoir atteindre une précision d'1 millimètre pour étaler le beurre sur la tartine avec la main droite, alors que si on essaye avec la main gauche, en fait, c'est, je sais pas, de l'ordre du centimètre, et puis ça suit pas vraiment ce qu'on décide. Donc j'ai remarqué cette espèce de contraste qui est justement lié aussi j'en ai déjà parlé aussi au niveau de la respiration, il y a une véritable asymétrie avec des parties qui sont maîtrisées, précises, et d'autres qui sont finalement un peu laissées en jachère, j'ai l'impression. J'ai un peu cette impression-là d'une sorte des parties de mon corps qui sont laissées en peu sensibles et un peu voilà, de côté. J'ai un peu ce sentiment-là. J'ai bien aimé l'exemple d'Isabelle, et puis cette répétition, parce qu'elle savait qu'elle avait l'habitude de se coiffer d'un côté, et donc il y a eu cette répétition dans l'inhabitude. Je trouve ça intéressant. On dit qu'on est gauche quand on est maladroit. Donc, utiliser la main gauche inhabilement, alors que la main droite est à droite, n'a plus d'adresse. Mais c'est vrai que quand à la place de marrer sur le côté, j'essaie de me coiffer en devant. Là, qui ne se pose pas ces questions-là, c'est sûr. Et quand j'étais petit garçon, j'avais des cheveux, j'avais droit au salon de coiffure avec la règle toujours du même côté. Et il est vrai que ça ne m'a jamais traversé de demander une raie plafonnée devant, par exemple, en iroquois ou que sais-je. Donc, c'est intéressant aussi de créer véritablement non plus une symétrie, mais une asymétrie en osant les cheveux
violet avec les bouts orange et les bouts des bouts or, par exemple, ça peut être très interpellant. Et c'est vrai que les pressions aussi, c'est intéressant. On n'est pas dans la dépression, mais au contraire, la compression d'un côté, puis se dire de l'autre côté. Oui, ça passe moins. À l'exemple dont on parlait sur le couteau et la fourchette, moi, ça m'a toujours interpellée de voir que, effectivement, donc, quand on est droitier, on a le couteau de la main droite et la fourchette de la main gauche. Mais en fait, quand on laisse son couteau d'un côté, moi, je me suis rendu compte que je prenais la fourchette côté droit, alors que d'habitude, elle est côté gauche. Et que donc, j'étais parfaitement ambidextre avec la fourchette. Par contre, effectivement, beaucoup moins avec le couteau. On est beaucoup moins précis pour couper que pour, en fait, enfin, du moins, moi, je me suis rendu compte que ma biopsychomachine était vraiment aussi à l'aise avec la main droite que la main gauche pour la fourchette, mais pas pour le couteau. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais c'est interpellant. Mais ça se rapproche de ça, moi. Au niveau de l'auto-observation, ce que j'ai auto-observé, c'est que la machine cherchait une optimisation dans un mouvement que j'avais capturé pour effectuer une asymétrie. Si je devais couper avec l'autre main, je sentirais que c'est moins précis et donc plus long et donc moins optimal. Et j'ai l'impression de... je me bats contre la machine qui essaye d'optimiser tous les mouvements. Donc, par exemple, monter l'escalier dans la position dans laquelle on monterait l'escalier, monter l'escalier sur le côté, ou j'ai essayé en passant la jambe derrière le pied, enfin vraiment en essayant des combinaisons complètement folles. Mais la machine essaye toujours de revenir sur la façon optimale. Donc moi j'ai ce problème-là au niveau des fourchettes et couteaux. C'est plus facile le mouvement étant différent, pour moi c'est plus facile de tenir aussi la fourchette que le mouvement de translation. Je suis gaucher, le mouvement de translation avec la main droite a tendance à être oscillatoire et j'arrive pas à tenir alors que tenir abaissé la fourchette est beaucoup plus facile. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, c'est vrai que là on demandait une inhabitude asymétrique, donc une créativité. On demandait à ce que l'on crée, et donc effectivement, ça sort totalement de l'habitude et du contexte dans lequel notre fonctionnement, la biopsychomachine, fonctionne. Et donc, effectivement, il n'y a plus cette idée d'optimiser. Donc, on n'optimise pas, effectivement. En plus, quand tu parles de mouvements oscillatoires, c'est assez intéressant parce que on a souvent des types de mouvements particuliers où on va sans s'en rendre compte. Je ne sais pas, comme par exemple, on est devant une porte, on a l'habitude d'ouvrir, et sans s'en rendre compte, on a un chassé, un peu comme dans la danse, pour arriver dans le bon angle de la porte. Au bout d'un moment, c'est tellement enregistré dans notre cervelet que c'est l'automatisme. Et soudainement se dire, et si, justement, je crée la nouveauté en n'ayant pas ce chassé-là, donc en ayant un geste plus grand du bras ou bien plus long du corps pour laisser la porte s'ouvrir tout en restant devant. Il y a beaucoup de bizarreries. Tu parlais, Amaury, un petit peu avant de l'escalier. Et il est vrai qu'on peut se dire, on a une structure, on peut se dire, quand je vais descendre un escalier, alors justement, 4 à 4 comme on dit, mais on peut aussi se dire, tiens, si je me promenais d'un côté et de l'autre de l'escalier, si il y a plein de petites inventions amusantes, mais alors récemment, je vous raconte une anecdote, d'ailleurs c'est l'occasion, je me suis amusé à... Ah, Aurélie nous rejoint. Coucou. Alors, je me suis amusé à jouer le micro tout petit Leonardo da Vinci. Ça m'arrive de temps en temps parce que j'avais suggéré un fabricant, un vendeur qui pouvait remonter plus loin jusqu'à la direction de la conception pour les chaussures, d'avoir comme les chaussures de sport
des amortis dans des chaussures de ville pour ne pas avoir mal aux pieds, dans les chaussures de ville, et pas avoir mal surtout aux genoux, dans le dos. Et comme il m'a expliqué que lui, il allait remonter, c'est une très bonne idée, mais je me suis dit, ça va peut-être arriver dans 10 ans, donc j'ai commencé à me placer des patins sous la chaussure, et j'ai appris par ma tendre amie que vous, les femmes, vous saviez déjà avoir ça pour les chaussures, c'est quand même plus confortable. Voilà, donc petite invention, mais on est tout à fait dans... Là, c'est l'art de marcher autrement, parce qu'il y a justement cette pression, et on va plus loin, j'en parlais avec Serge, j'en parlais avec d'autres d'ailleurs, c'est aussi une façon différente de percevoir la vie, parce que là, on peut passer du physiologique au psychologique. Et l'instant où notre pied est comme amorti, on a l'impression que la vie est amortie, les chocs sont amortis, les chocs de la vie sont amortis, et donc finalement, tout va beaucoup mieux. C'est intéressant de penser toutes les implications de descendre des escaliers avec les bonnes chaussures ou avec les bons pieds, dirais-je. Alors, qui d'autre aurait quelques mots à dire sur cette expérience donc d'inhabitude de Laurent. Laurent? Alors, oui. Oui, je disais la dernière fois, j'utilisais le côté droit de mon corps plus que le côté gauche. Alors là, je m'efforce à voir comment ça peut être, par exemple, de porter sur mon épaule la sacoche de la façon inverse que je la porte d'habitude et ainsi de suite. Souvent, je porte un sac qui contient l'ordinateur et je mettrai ça de différents côtés aussi. Et si je prends le caddie pour les courses, je prendrai avec ma main gauche. Et après aussi, quand je dors, j'essaierai de toujours dormir sur le côté gauche. Et même quand je suis assis maintenant, j'ai mes deux genoux, j'essaie de mettre tout le poids sur le côté gauche et je me dis, essayons peut-être de voir si je peux à minima équilibrer les deux côtés. Et ça représente un changement. Alors, ce que tu dis, Laurent, ça revient un peu au discours d'Amaury il y a quelques minutes, c'est qu'en effet, quand on se dit, j'observe que dans ma machine corporelle, il y a une tendance à être, par exemple, trop vers la droite ou trop vers la gauche. Si j'alterne, au début, c'est dur, c'est difficile, c'est pénible, c'est presque contre-productif, mais au bout d'un moment, eh bien, on va arriver peu à peu à l'équilibre et à la possibilité libre de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais sur ce côté-ci ou sur ce côté-là. Et c'est amusant, d'ailleurs, je vous révèle, puisque c'est très intéressant dans notre travail de recherche en connectique, c'est qu'on enlève les masques, justement, on ne joue pas des rôles, on est dans la vérité simple de je me réveille dans cette machine-là, et il y a peu de temps, en m'entraînant avec vous, dans ce groupe de neuroconnectique, j'ai réalisé que j'ai effectué un certain mouvement, toujours de la même façon. Et quand je l'ai fait de l'autre côté, alors on reste dans un travail symétrique, de l'autre côté, énorme douleur. Exactement ce que tu viens de dire, Laurent, il faut dresser la bête, l'animal, pour réussir l'équilibre. Et ce qui vient après, évidemment, c'est de passer d'un processus symétrique à un processus asymétrique en se disant, eh bien, je vais peut-être moduler et modérer la façon de fonctionner de la machine. C'est-à-dire que si jamais il y a un mouvement donné, eh bien, je vais essayer peut-être de le ralentir, ou lui donner plus d'ampleur, ou tout simplement de l'habiter en me disant, tiens, je suis là dans le mouvement tout de suite. Et l'idée de ce travail sur la créativité asymétrique sur des mouvements, c'est l'objectif, le but de ce travail, c'est prendre vraiment conscience d'une habitude, repérer une habitude pour, en la déshabituant avec une drôlerie, un amusement, pour pouvoir bien en prendre conscience, pouvoir bien la mémoriser, parce que il n'y a que dans ce cas-là où on peut mémoriser donc une gestuelle habituelle. Et ensuite, une fois qu'on l'a mémorisée, on peut se dire je la conserve ou je ne la conserve pas, ou je la modifie, ou là
Dans le cas de Laurent, c'est un problème corporel. Il va tenter de rééquilibrer son corps. Voilà, je rappelle, c'est vraiment l'objectif de ce travail de créativité. Alors, un petit clin d'œil vers Carole. Non, si. Non, si, mais il faut juste que j'arrive à maîtriser ma tablette. Moi, j'ai essayé plusieurs petites choses. Donc, j'ai pris ça sous forme de jeu. J'ai pas focalisé sur une habitude, mais sur plusieurs. Donc, j'ai mis en place déjà ce dont on avait parlé la dernière fois, effectivement, la place autour de la table. Et un petit peu comme le disait Serge, je me suis rendu compte que finalement, c'était moi qui me faisais qui me mettait peut-être la pression par rapport à mon positionnement, à mon rôle. Et donc, en fait, j'ai pris finalement comme habitude de changer sans arrêt de place. Ça perturbe personne, mais ah tiens, tu te mets là aujourd'hui. Voilà, c'est la seule réaction que j'ai eue des autres membres de la famille. Donc en fait, c'est bien la preuve que c'était moi finalement qui me mettais un peu la pression par rapport à ça. Je me suis inspirée du petit film qu'Amaury nous avait envoyé donc pour marcher de façon un peu étrange, donc soit de façon complètement dégingandée ou avec des grands pas. J'ai pas trouvé ça très agréable. Par contre, ce qui est venu à un moment donné, c'est de sautiller comme quand j'étais enfant. Donc comme la petite fille qui se balade comme un peu le petit chaperon rouge dans la forêt avant de rencontrer le loup, elle se balade en sautillant. Et ça, c'est venu à un moment donné. C'est venu tout naturellement et j'ai éclaté de rire. Donc j'ai trouvé ça très amusant comme réaction. Comme si en fait ma biopsychomachine retrouvait un peu de son innocence. Ma biopsychomachine ou tout mon être dans sa globalité. Mais j'ai essayé plein de petites choses comme ça, mais ce qui m'a le plus frappé comme expérience, c'est que en tentant d'observer, en tentant de prendre conscience de mes habitudes, j'ai noté que je me parlais souvent à moi-même, que dès que je me retrouvais toute seule, il fallait que j'exprime ce que je voyais, ce que je ressentais, ce qui se passait. Et je me suis donné donc comme consigne, quand je me retrouve toute seule, c'est rien, pas un mot, pas une onomatopée, rien. Ça a été dur, mais vous ne pouvez pas savoir. Donc, ça a été très interpellant et en même temps très instructif. Et à la fin, c'était même en voiture, par exemple, quand j'avais une réaction et que je commençais à m'exprimer, j'étais là, tu ne peux pas te taire 2 secondes. Donc, c'était assez... c'est finalement, je pense, l'expérimentation la plus subtile et la plus instructive sur cette habitude en tout cas, mais qui a été très, très marquante. Voilà. Oui, sur la non-fonction 7, c'est vraiment interpellant en effet de s'entendre vociférer, mais avancer. Oui, c'est sûr. Et en même temps, alors ça, j'avais joué aussi comme les petits enfants, là, comme ça, c'est très bien. Et j'avais joué à ça en forêt aussi avec ma tendre amie. Et c'est vrai que c'est interpellant parce que derrière ce que tu disais, c'est non seulement le corps qui revient à l'enfance, mais plus encore, ce qui m'interpelle, c'est la neuroprogrammation qui se réactive. Comme si tu audiovisuelles des dessins animés de ton enfance, tu retournes finalement, tu réactives, peut-être pas les mêmes neurones encore que, mais au moins les mêmes groupes neuronaux qui travaillaient à ce moment-là. Et ça pose beaucoup de questions sur une sorte de rafraîchissement, je dirais pas rajeunissement, mais c'est quasiment ça,
du système nerveux central. Donc c'est en effet des asymétries là sur le mouvement corporel, avant sur l'écoute, et qui peuvent être extrêmement dynamisantes, j'ai envie de dire, oui. Je me tourne vers Aurélie, je ne sais pas si tu as pu prendre le temps entre tes cours, tes examens et ton Parcoursup et ceci et cela pour travailler un peu ces neurofonctions un peu spéciales, puisque là il s'agissait d'inhabitudes corporelles, symétriques puis asymétriques ou pas. Non, j'ai pas vraiment eu le temps et j'avais pas non plus aussi vraiment compris le but de ce TD quand j'avais visualisé un petit peu vers la fin de la vidéo que vous avez mis sur YouTube. Ah, c'est interpellant alors. Parce que justement, je suis un petit peu inquiet parce qu'il y a d'autres gens qui écoutent. Récemment, j'avais une certaine Mia, que je salue dans la foulée, qui m'expliquait qu'elle ne pouvait pas être avec nous, mais qu'elle avait suivi les 3 premiers TD. Et s'il y en a d'autres après, 4 et 5, qui ne sont pas clairs, c'est pas embêtant. Mais bon, je ne sais pas quoi dire. Bon, c'est Mais comme après, en écoutant du coup les exemples des autres personnes, aujourd'hui, j'ai pu un peu mieux comprendre, un peu mieux saisir le but du TD5. Bon. Ah, soulagement. Ok, merci à toi. Voilà, je vous propose, puisqu'on a un peu tous parlé, à moins qu'il y ait un ajout, parce que peut-être d'attaquer directement le travail dirigé numéro 6, qui là quitte la prépa corporelle au profit d'entrer dans la préparation donc conceptuelle à la fois d'origine sensorielle et à la fois aussi d'origine intellectuelle. Ça vous dit? C'est la suite, de toute façon. Oui, mais ça peut être tout de suite, ou dans 3 minutes, voilà. Alors, je vous ai donc annoncé ce nouveau cours, on va dire, pratique. Alors, je vais vous inviter à prendre des notes. On se retrouve. C'est tout nouveau, donc il faut prendre des notes. On se retrouve dans le semblable de ce qu'on a travaillé sur le plan corporel, mais ce qui est corporel, c'est très rassurant parce que on va se coucher, puis le lendemain, on a toujours notre foie, nos poumons, notre cœur qui fonctionnent. Alors que quand on travaille sur des remémorations de perception, ou bien quand on travaille sur des idées, ah zut, c'est plus là, c'était hier. Et donc les réactiver, ça nous demande un effort quand même beaucoup plus conséquent. Donc on va commencer par la neurofonction numéro 8, qui renvoie en exemple à la neurofonction numéro 1, à savoir, couper radicalement, qui donc prendra comme idée, la numéro 1 pour mémoire, c'était la prise de conscience de ce qui est tension ou relaxation corporelle. Donc j'ai mes épaules par exemple super tendues, et par contre mes jambes complètement relaxées, bon, j'en prends conscience. Mais au niveau des idées, quand nous parlons, quand nous pensons, quand ça pense en nous, quand la psychomachine pense en nous, on va en parler grâce à Carole, donc d'une certaine manière on est dans les sons qui se disent, mais on peut aller dans les sons qui se pensent, et là on est dans la même réalité, à savoir que certaines phrases sont très relaxes, elles sont toutes seules, c'est facile, c'est relaxé. Et puis d'autres, c'est une énorme concentration pour réussir à construire la phrase, on est tendu, on est crispé. Et voilà, que se passe-t-il dans ma région de Broca pour que, au lieu que ça vienne tout seul fluidement, eh bien, ça arrive, mais quelle peine. Donc, est-ce que Serge peut-être, ou Stéphane, vous voyez ajouter pour... Non, je rajouterai, parce que je rajouterai tout à l'heure, parce que ce que tu viens de dire est en relation vraiment concrète avec une neurofonction qui va arriver, une neurofonction conceptuelle, intellectuelle, de rôle, qui va arriver plus tard. D'accord, on en parlera plus tard, je comprends ton idée. Donc là, est-ce que ça vous dirait qu'on expérimente un petit peu, c'est-à-dire une idée qui vous traverse, alors
je vais prendre un vecteur simplificateur parce qu'évidemment, là, je vois même Amaury qui lève les yeux vers le ciel en se disant mais comment ça, une idée qui me traverse? Mais l'idée, elle est toujours simple puisqu'elle me traverse. Mais par contre, vous lisez un livre. Et là, quand vous lisez un livre, parfois, et on revient d'ailleurs sur le travail d'Aurélie qui nous a rejoint ce soir, donc dans ce livre-là, c'est l'instant de publicité, bien évidemment. Voilà. Livre à lire pour qui ne l'a pas lu. Eh bien, dans ce livre-là, oui, il y a ce moment où Aurélie évoque les concepts qui nous traversent, qui viennent d'autrui, et que parfois on ne comprend pas. Et là, on se dit, mais pourquoi il y a quelqu'un en moi qui résiste à la compréhension? Et la compréhension, elle va loin. On peut penser d'ailleurs à un philosophe français qui s'appelait Gilles Deleuze, qui s'était, à partir des travaux de Claude Lévi-Strauss notamment, interrogé sur un processus extrêmement interpellant, à savoir, selon que je change la position des mots dans ma phrase, selon que la position des mots dans la phrase mienne je change, eh bien, mon cerveau va comprendre autrement, et mieux encore, mon cerveau va être capable d'avoir, ensuite, on change de sous-programme, va être capable d'avoir un autre programme qui n'était pas son programme initial. Voilà, on se dit, waouh, on peut arriver à la créativité. Je reprends le mot de Serge il y a quelques minutes, mais on n'est pas encore, bien sûr, ce sera plus tard sur un travail dirigé asymétrique de type intellectuel, mais déjà, rien que pour comprendre le processus et se dire, waouh, voilà comment mon cerveau fonctionne. Il peut lire un texte, tomber sur une phrase complètement bizarroïde, alambiquée. Alors, pour les gens comme Danfield qui parlent maintenant, ont tendance, comme beaucoup d'ailleurs, Proust, Marx et même le jeune Einstein, quelques autres comme ça, qui avaient des phrases de 15 lignes, avec lui, ceci est référent à ce que j'ai écrit un petit peu avant, qui d'ailleurs se référait à l'idée intermédiaire que j'ai écrite avant, il y a quelques lignes. Bon, il y en a qui sont déjà perdus. Et évidemment, Einstein, ensuite, il a fait un gros effort de se dire, je simplifie, je mets des points, mais il faut les mettre au bon endroit aussi, les installer au bon endroit, ces points. Et le couper radicalement, on n'a plus de son, s'il te plaît. Donc, je disais, oui, que dès l'instant où on arrive à avoir cette construction de phrases qui vont être lues, qui sont inhabituelles pour notre cerveau, et que l'on va pouvoir donc assimiler autrement. Je vous donnerai une astuce aussi tout à l'heure quand on parlera de rôle, mais je la donne un petit peu maintenant parce que ça va vous éclairer déjà sur la neurofonction 8, à savoir que, par exemple, quelqu'un écrit avec le verbe faire, et vous lisez un auteur qui se destine à être un grand auteur, un grand écrivain, faisant ceci, il a fait cela, et d'ailleurs il fit, et vous vous dites, mais je meurs de tristesse, quelle pauvreté, quelle misère de littérature. Et là, vous vous dites, est-ce que je pourrais créer un autre verbe? Donc là, c'est plus il faisait la queue longuement en faisant des courses. Ben non. Il était dans la file d'attente en allant s'approvisionner chez l'épicier. Voilà, on commence à avoir du langage, enfin. Et là, bien, quand on fournit cet effort-là, ça demande un effort, un gros effort de se dire je vais remplacer le mot que je lis ou les mots que je lis par d'autres mots. Donc, on prend une information, mais au lieu d'être dans la fluidité habituelle de la mécanicité, parlons comme ça, parce que finalement, on est relaxé intellectuellement parce que c'est la routine. On ne sait même pas qu'on est relaxé intellectuellement. On ne sait pas puisqu'on est dans un automatisme automate. Donc, il n'y a pas de relaxation ni de contraction. Donc, c'est pire que pire. Donc, à ce moment-là, notre expérience, elle peut être de nous dire, donc, le lundi, on se met en situation, on essaie d'attraper des moments où on a un réveil qui sonne à telle ou telle heure, où on a un réveil aléatoire qui sonne, et pour nous dire, rappelle-toi, aujourd'hui, expérimentation sur je te observe les mots qui se pensent en moi ou qui se disent à travers ma bouche.
ou qui s'écrivent même à travers ma plume clavière ou autre écriture. Et là, eh bien, on s'aperçoit que on va recevoir de notre cerveau, justement, de notre mémoire, des mots automatiques, on y revient, exactement ce que disait Serge. Et là, on est devant un grand problème, c'est que on va se dire, mais oui, tout ça, ça a l'air simple, ça a l'air cool, mais non. Cherchons le terme un petit peu plus valorisant, valorisé. Cherchons le terme qui pourrait être autre. Donc, vous comprenez bien que les contractions intellectuelles éventuelles qui viendraient parce que vous cherchez un mot pour être beaucoup plus précis, parce qu'une phrase, vous allez l'agencer d'une certaine manière qui n'est pas la manière habituelle, la manière automatique, et vous allez essayer de créer. Donc là, c'est vraiment une création, une nouvelle phrase. Là, la contraction intellectuelle va apparaître. Il va y avoir des difficultés peut-être. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un exemple, j'ai un exemple en tête. On écoute des conférences sur la plateforme YouTube ou autre. On va écouter un conférencier et le conférencier, on va se dire waouh, quelle élocution! Oh, qu'est-ce qu'il parle bien! Mais le conférencier, c'est sa 10e conférence. Et donc, il répète, il est en répétition. Donc, effectivement, là, au bout de la 10e conférence, l'élocution est très belle, les mots sont bien choisis, il est dans une répétition, dans une redite. Il a appris par cœur et il redonne ce qu'il a appris par cœur. J'ai l'impression que c'est également lié aux idées, parce que personnellement, j'ai effectué un long travail de recherche sur un thème, et je m'aperçois qu'il y a un certain nombre d'idées clés, et que ces idées clés, je les maîtrise parce que je les ai construites moi-même. Et ma tendance naturelle, c'est de les réexposer telles quelles, ce qui nécessite assez peu d'efforts, alors que si je cherche à déstructurer le propos en réalisant plus de nuances, ça me nécessite effectivement un effort. Et personnellement, j'ai besoin de l'extérioriser d'abord, c'est-à-dire par exemple, sur une feuille ou sur un écran d'ordinateur, de remettre mes idées que je maîtrise bien, et ensuite, ça me donne l'aptitude à les prendre et les recombiner. Et donc, j'ai besoin de cette extériorisation première pour pouvoir les manipuler et les réorganiser autrement. Et vraisemblablement, c'est ça la limite, parce que ça empêche une sorte d'ouverture à peut-être des sensations, des nouvelles idées qui entreraient et qui ne seraient pas forcément en ligne avec les idées que j'ai, plus les mots que j'ai choisis, qui pour moi signifient quelque chose de complet, comme tu disais tout à l'heure, avec des phrases très longues où en fait ça réfère à un autre concept, une formule, et c'est tout un construit qui est en fait très, très difficilement réaccessible, c'est difficile de le redécompiler. C'est délicat, c'est comme un modèle, c'est compliqué. Et donc voilà, et ça, je pense que c'est une difficulté aussi de lâcher cette construction pour écouter, par exemple, la conscience de l'autre, qui n'est pas forcément dans les mots, dans le vocabulaire, mais le construit est difficile en tout cas pour moi, est difficile à déconstruire. On est en train de dire que il vaut mieux rédiger à l'écrit et ensuite pour avoir une assise, bon, c'est juste pour avoir une assise orale. C'est une habitude personnelle. Oui. Parce que quand j'avais mes étudiants au CNAM, il y avait des étudiants qui étaient capables de rédiger quelque chose d'une traite,
d'autres qui avaient besoin d'un support, d'autres pas vraiment. Je pense qu'on est très singulier. Et donc, mais vraisemblablement que les habitudes prises par les différentes consciences sont des options qui sont justement des habitudes. Aborder un sujet très, très difficile, ou plus difficile, dont on n'a pas l'habitude de parler, effectivement, et l'aborder directement à l'oral, alors que quand on est dans des phrases du quotidien, c'est le premier exemple que je donnais, là, c'est beaucoup plus difficile. Et là, ça va demander une étude avant de l'aborder à l'oral, une étude peut-être à l'écrit, une étude de lecture, avant de pouvoir bien l'aborder à l'oral, et des sujets, comme je viens de dire, beaucoup plus du quotidien, où on va parler juste dans l'usuel, dans du quotidien usuel. Là, c'est beaucoup plus simple. Même si ça va nous demander, pour le quotidien usuel, comme l'a dit Delphine, puisque on va travailler sur le verbe faire et sur d'autres mots, valise, passe-partout, ça va nous demander de retravailler ces phrases du quotidien pour qu'elles soient plus précises, avec de nouveaux verbes. Sinon, on ne peut pas être dérangé toute la journée. C'est radical. Là, c'est radical. Pourtant, j'ai coupé le son. J'ai pourtant coupé le son. Oui, je reviens sur ce que vous disiez tous les deux, parce que ça peut nous aider tous à comprendre l'objectif, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai un bras tendu, contracté, j'entends, et puis l'autre bras relaxé, vraiment bien relaxé, bien, je peux me dire que c'est un peu comme des mots, c'est-à-dire qu'il y a tel ou tel type de phrase, tel ou tel type de mots qui, quand je les entends, sont contractés, ou quand ils sont prononcés dans ma tête, sont contractés, et ça vient à ce que tu disais, et d'autres qui vont être relâchés, relaxés. Et en effet, quand on commence à essayer d'explorer un domaine nouveau, une réflexion nouvelle, eh bien, on a souvent des contractions, des plus loin contractions, et à contrario, quand l'idée est bien ressassée, tu parlais du conférencier de sa 10e conférence, surtout si c'est la même qu'il répète à chaque fois, il est tellement bien rodé que ça a l'air d'être comme de la poésie, du piloupi, alors que pour quiconque l'écoute, c'est peut-être complexe à comprendre. Donc, intéressant d'observer les mots, les phrases, les idées qui nous traversent, qui viennent de notre cerveau, qui viennent d'un cerveau extérieur, qu'en réalité, ce qu'on croit penser nous, parce que là, il faut bien sûr travailler beaucoup là-dessus, en général, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'extérieur. En fait, le monde extérieur pense en nous. On se croit libre, mais on ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que, comme en entrée non computationnelle, on peut dire qu'il y a ce qui est sensation, les sensations, il y a les émotions, il y a les réflexions. Elles se réfléchissent comme la lumière. Mais en sortie non computationnelle, il y a, par rapport aux sensations, le système moteur corporel, ce sont les actions. Par rapport aux émotions, ce qui va être produire de l'émotion chez autrui, ce sont des motivations. Mais par contre, sur le plan intellectuel, et là c'est beaucoup plus délicat, il faut arriver à cogito ergo sum, produire de la cogitation. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est rare que nous soyons capables d'avoir une pensée créative, créatrice. En général, on est dans une pensée répétitive, répétitrice, c'est-à-dire que quelqu'un nous a dit que, ou la pensée à la mode dit que, et ça se répète à travers notre cerveau, et tout fier, on dit « j'ai pensé à ». Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme dirait l'autre. La pensée à rien du tout, ça s'est pensé en nous, sans pansement, et ça s'est répété d'une façon fluide. Donc là, on est décontrasté, justement, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Mais quand on s'arrête sur les mots, sur les idées, sur les pensées, et qu'on se dit, mais et si on travaillait tel mot à la place de tel autre, telle idée à la place de tel autre, telle structuration des idées, on va y venir petit à petit, à la place de telle autre structure d'idées. Ça va très loin.
Et bien là, on s'aperçoit que non, c'est plus du tout décontrasté. Au début, c'est même très contracté. Et peu à peu, il a été dit juste avant par Serge et Stéphane, on se décontraste et là, ça devient beaucoup mieux. Voilà, en gros. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est à peu près fluide, Isabelle? Que penser dans ce cas-là du jeu des acteurs du théâtre d'improvisation, où ils sont tout le temps en train de rebondir sur quelque chose, mais en créant quelque chose qui n'était pas ni répété, ni prévu, ni attendu? Je vais te répondre, c'est assez évident. Tu peux être dans la créativité automatisée, mais est-ce que tu peux être dans la créativité consciente, dans la créativité qui est capable de changer des mots, dans la créativité qui est capable de te libérer de ce que tu entends depuis l'extérieur? Quand je parlais tout à l'heure du quotidien, de phrases usuelles, là, ce travail va te demander de retravailler ces phrases du quotidien où tu vas, tout à l'heure, on n'était pas encore dans ce cas de figure-là, donc on ne pouvait rien dire, mais j'ai noté quelqu'un qui parlait, quelqu'un d'entre vous qui parlait, et il y a eu une série de verbes faire dans la même phrase, au moins six verbes faire de suite. De suite. Donc, pour en revenir sur les acteurs et leur improvisation, c'est juste improvise-t-il en créant consciemment des mots nouveaux, des nouvelles phrases, est-ce qu'ils sont là, présents avec ce qu'ils disent, ou c'est simplement un automatisme? Oui, mais dans ce cas-là, on peut aussi comprendre et observer qu'en nous, on a des rôles dont on prend les vêtements et qui sont des rôles qu'on a appris. Oui, donc à un certain moment, on finit par comprendre qu'on a 5-6 rôles et on joue ces 5-6 rôles et réussir à être libre par rapport à ces rôles-là demande une vraie, un vrai calme de l'esprit très, je sais pas, un calme de l'esprit qui est très, très profond et qui déconnecte la partie justement mentale, ou alors qu'il ne l'écoute pas, c'est comme ça moi que je le comprends. Je te propose de garder en mémoire ce que tu viens de dire parce qu'on évoquera la fonction 13 un petit peu plus tard et qui traitera justement des neuroprogrammes qu'on appellera justement des rôles intellectuels en l'occurrence. Mais là, pour l'instant, on était sur le commencement dans la fonction 8 et donc on est simplement sur ce qui est contracté ou décontracté dans le mécanisme intellectuel. Par contre, ce que je peux ajouter, c'est que pour ma biopsychomachine, quand j'ai par exemple un thème qui me soucie, ou que je désire, ou qui m'éveille, au bout d'un moment, ça devient... Alors c'est ça le fait qui me semble important de dire à ce moment-là, c'est que ça mange de l'énergie, c'est-à-dire que ça tire mon attention, et au bout d'un moment, je peux avoir par exemple mal à la tête parce que je suis obsédé par un thème ou quelque chose qui me travaille. Donc il y a une relation entre l'investissement cognitif et l'énergie corporelle à tel point que si on travaille par exemple sur un sujet de recherche de façon ardue, après je vais avoir faim, quoi. Je vais avoir... Évidemment, voilà, donc je consomme de l'énergie. 20% de glucose là. Et donc il y a vraisemblablement un moyen de se désengager de cette consommation excessive par un lâcher-prise sur l'aspect aboutir à un résultat par la voie des mots ou la voie intellectuelle.
Ou pour les mathématiques, on peut aussi formuler les choses de façon équationnelle, je ne sais pas comment le dire. Oui, et tu peux même remplacer une équation par un diagramme, et là c'est bien plus simple. Et justement, au lieu d'être contracté, tu es relaxé parce que, ah, ça y est, je comprends tout de suite. C'est un dessin. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un dessin c'est fermé. Un dessin c'est une prise en ligne de quelque chose. Et donc, je sais pas. C'est ce qu'avait essayé Richard Feynman, justement, de simplifier pour ses étudiants des équations, notamment des intégrales qu'ils n'allaient pas comprendre, en se disant, eh bien, je vais les dessiner. Alors, il y a une section dans un tube, elle sera comme ça, il y aura telle pression, puis il dessine. Puis là, au lieu d'avoir équation clac, 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 les autres se disent qu'est-ce que ça veut dire, on a déjà perdu. Soudainement, ah oui, bon. Donc ça peut être aussi un moyen de décontracter la machinerie intellectuelle, tout simplement, le cortex intellectuel, qui comprend, alors comme tu dis, bien sûr, c'est fermé, c'est juste pour l'exemple donné, on ne va pas remplacer X par ceci ou cela, on est dans le dessin. Mais en même temps, on est en plus simple. La suite. Alors, à moins que vous ayez d'autres questions, on va arriver à la fonction 9. Ah, je vois deux mains qui se lèvent. Laurent, Amaury, bon, allez-y. Non, vas-y. Oui, j'allais juste faire l'observation que dans l'hypothétique qu'il y a quelqu'un parmi nous qui fait une préparation de concours B, ça pourrait être des travaux qui sont très utiles, surtout la reformulation en utilisant des synonymes. Oui, oui. Ben, ça va élargir ton nombre de mots, et ça, c'est vraiment intéressant. Et Amaury, tu voulais dire? Je voulais tester ma compréhension de cet exercice particulier. Donc, par exemple, remplacer au moment où j'attrape le mot faire entré dans une phrase par une tournure de phrase différente. Par exemple, je vais faire la vaisselle, je vais dire je vais aller nettoyer les assiettes et les fourchettes. Donc, je vais changer les tournures de phrase. C'est ça l'exercice, c'est d'attraper j'ai pas envie de dire les mots simples, mais des mots, je crois qu'il y a etc. dedans, des mots un peu fourre-tout, c'est ça? Alors, je ne sais pas si j'ai des exemples. Oui. Parce que ça, c'est plutôt la fonction 13 en Java. D'accord. L'objectif, c'est surtout quand tu entends une phrase dans ta tête, je ne sais pas, je vais laver la vaisselle, oui. Je vais faire la vaisselle, qu'importe, mais c'est surtout de se dire, est-ce que les mots qui viennent sont fluides ou est-ce qu'il y a une sorte de retenue? Alors, prenons un exemple de ce que vient de dire Stéphane juste avant. Si tu as réfléchi à des problèmes techniques très, très lourds, très fatigants, eh bien, dire une phrase telle que je vais laver la vaisselle, ça peut être fatigant pour ton cerveau. Il a dit vaisselle, vaisselle. Bon. Et donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est de réaliser s'il y a une tension, une relaxation dans les mots qui sont choisis par le cerveau, on va dire intellectuel, cognitif. Et il est évident que si tu cherches un mot, un verbe pour remplacer le verbe faire, là tu peux te retrouver devant une difficulté et une contraction intellectuelle qui va venir. D'accord. C'est pas tant le remplacement, mais plutôt attraper la tension au niveau de la formation de la phrase, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comme tu vas t'habituer à reformuler, tu vas t'habituer, je le disais il y a quelques minutes, tu vas élargir ton nombre de mots, ton nombre de verbes, donc tu vas les utiliser davantage, et donc au fur et à mesure, tes reformulations, ça sera les tiennes. Elles t'appartiendront. Ce sera plus je vais faire la vaisselle. Ce sera je vais laver les fourchettes et les couteaux. Okay. Elles seront tiennes. Alors, d'autres questions ou bien on aborde la fonction 9, dites-nous.
Bon, alors nous fonction note, donc le mardi, pareil, on se prépare le lundi soir en se disant je m'auto-suggère pour demain d'avoir mon réveil aléatoire qui sonne, mon réveil programmé à telle heure, ou bien je passerai entre telle heure et telle heure, et j'essaierai de capturer dans ma machinerie cette fois, et bien quoi? Non pas, ça correspond à la non-fonction 2, donc non pas mon espace extracorporel, mais mon espace intellectuel, et donc conceptuel. Et c'est là qu'on s'aperçoit que comme comparable, donc comme lorsque j'entrais dans une pièce et que je pouvais me dire mon corps rentre, est-ce qu'il va vers la gauche, vers la droite, vers la fenêtre, vers la porte, vers le centre absolu de la pièce? Bien là, c'est pareil dans les idées. Est-ce que quand mon cerveau va répondre à une question, quel est le carré de l'hypoténuse? Non, pardon. Quand mon cerveau va répondre à une question, voulez-vous vous installer par là, si on reste sur du corporel, mais si on va plus loin, que pensez-vous de telle idée? Et là, on s'aperçoit que souvent notre cerveau va avoir des comportements de type c'est comme ça, boum, boum, boum. Ah bon, il n'y a pas d'argument, c'est boum, ah bon. Ou bien une grande argumentation qui va chercher très très loin, qui revient, oh là là, quel méandre, pour expliquer une pensée simple au secours. Ou bien c'est carrément un cerveau flou, pour ne pas dire fou, pour ne pas dire four. Bon, oui, mais un cerveau peut être plein de choses à la fois. Donc, à la fois, je ne sais pas, mais disons, il peut être plein de choses, simplement qu'à un moment, Une chose, un cerveau. c'est même un organe. C'est un cerveau complexe. Mais ce qui est intéressant là, c'est d'observer donc, dans notre machinerie intellectuelle comment ça s'exprime. À un moment donné, on me pose une question, ou il y a une situation, ça pense en moi, blablabla, et comment ça pense en moi? Est-ce que ça va être des termes précis, limpide, ou au contraire, alors évidemment, oui, ce que vient de dire Stéphane, sur un plan humoristique, c'est vrai que dans notre cerveau, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de mécanismes, beaucoup de neuroprogrammes, et donc on peut avoir, et c'est là que ça va encore plus loin dans le raisonnement, c'est-à-dire chacun d'entre nous, peut s'apercevoir que si on me pose telle ou telle question, eh ben, mon cerveau va prendre tel moule, ça j'en parle un petit peu avant, finalement tel type de raisonnement, et puis ça y est, ça blablabla. Et puis si on pose telle autre question, une question, mais là mon cerveau connaît moins, dans un autre programme pour s'exprimer. Et puis si on pose une troisième question, ce sera peut-être encore une autre méthode d'expression avec un sous-programme. Et là, au lieu que ce soit très direct ou au contraire alambiqué, ce sera mais un tel a dit que, puis tel autre aussi. Voilà, c'est pas moi. Hein. Bon. Et ce qui est interpellant, c'est justement d'avoir tous ces instruments pour savoir comment notre cortex intellectuel se débrouille pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir fonctionner. Et là, on s'aperçoit, alors, je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, ça m'avait beaucoup plu il y a beaucoup d'années en arrière, j'étais âgé d'une trentaine d'années, on m'avait demandé de donner une conférence, alors, au domaine de la systémique, mais sans qu'on l'ait nommé à ce moment-là, sur les modes de fonctionnement de nos cerveaux. Et ce qui m'a paraissait extrêmement intéressant, c'est que par exemple, on a plusieurs écoles. Par exemple, d'une part, d'autre part. Ça, c'est la formation Sciences Po ENA. Eh bien, on s'aperçoit que c'est toujours en deux temps, avec des contraires. On a la formation de type hegelienne, thèse, antithèse, synthèse, qu'on utilise en université, dans les écoles d'ingénieurs. C'est toujours, il y a, ce que je veux dire, une thèse, une antithèse, une synthèse. Mais quand on prend par exemple le mode de pensée chinois traditionnel, on monte au Song, eh bien, c'est donc vraiment les premières sociétés chinoises, et on aperçoit un système très complexe en 8 parties. C'est-à-dire, il y a ceci, c'est un peu du 2, mais qu'on va découper en 4, qu'on va redécouper en 8. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette forme de pensée extrêmement pointue et qui analyse l'analyse de l'analyse. Et paradoxalement, les voisins, les Japonais, ont mis en place un système de pensée qui est un système, alors là c'est presque le taoïsme au sens où ça tourne, c'est-à-dire qu'on part d'une idée,
On développe l'idée, mais on doit être capable de revenir au début de l'idée. On pourrait presque penser à de l'algorithmique en termes d'informatique avec le to go, puis après, quand on est parti, on a fin tant qu'il n'y a pas ceci, cela, alors c'est la fin, mais qui est revenue sur l'itération première. Donc on va parler, même s'il le faut, de réitération. Et c'est là que c'est bien extrêmement intéressant de comprendre comment ça pense en nous et comment, justement, découvrir. Chacun d'entre nous, on en a parlé, Stéphane le disait un petit peu avant, chacun d'entre nous est singulier, c'est-à-dire qu'on a nos modes de fonctionnement intellectuels, comme corporels, comme émotionnels. Cette émotion, on verra plus tard parce que c'est très très difficile à gérer, mais cours numéro 21 de mémoire, mais là on est au cours numéro 6, et déjà d'arriver à capturer dans la machinerie intellectuelle donc, le travail donc, en fonction 9, travailler sur, dans l'espace intellectuel, dans l'espace entre guillemets mental, où est-ce que ça se situe, où est-ce qu'on se place. Ce que tu as dit, donc, par rapport au sujet, par rapport aussi à l'interlocuteur qui est en face de nous et à qui on va délivrer le sujet, la pensée. Et voilà, je crois que c'est par rapport au personnage, ce qu'a dit Stéphane, oui, par rapport au personnage qui est en train de s'exprimer, qui est en train de parler d'un sujet, d'un autre, avec qui, comment. Alors, est-ce qu'on a dit au centre, au périphérie, on a parlé de ça un petit peu. Ah oui, tu as raison, oui, tu as raison, il faut que j'aille plus loin, par exemple, c'est vrai qu'on peut penser, un petit peu avant, je me réfère évidemment à la fonction 2, donc l'espace corporel, mais là, quand on va dans l'espace, on va dire, intellectuel, l'espace mental, et plus tard, travaillerons sur l'espace émotionnel, l'espace sentimental, c'est encore plus délicat, eh bien, on est devant ces notions de, en effet, est-ce que je vais au centre, en l'occurrence d'une idée, ou à la périphérie d'une idée? Et on s'aperçoit que ça va même très loin, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont être capables d'avoir une pensée, comment vais-je dire, circulaire, mais dans le sens de qui ne sera pas structurée, elle sera plutôt conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle répondra à l'époque, à la mode, à ce qui se dit, c'est dans l'air du temps, c'est l'actualité. Alors qu'on peut avoir une pensée beaucoup plus directe, mais je dirais surtout, entre guillemets, comme on parle des vérités éternelles, beaucoup plus durable, beaucoup plus éternelle. C'est-à-dire elle est centrée parce que elle va dans le centre de l'idée. C'est un petit peu, d'ailleurs, le centre, ça me rappelle, excusez-moi, c'était quand on était jeune, vous vous rappelez, dans les années 1780, par là, un certain Denis Diderot, qui était le directeur et rédacteur en chef de La Gazette, le journal Le Monde de l'époque, et il avait une histoire avec sa chère et tendre Julie de Lespinasse. Et alors, Julie de Lespinasse rencontre le docteur, on s'appelait Bordeu. Bordeu, c'est ça. Bordeu, non, Bordeu, c'est un, oui, c'est pas récent. Bordeu, et lui dit, mais docteur, pensoit-on avec nos pieds? Ah non, non, vous pensoit avec la teste. Et oui, bien sûr. Mais bon, revenons au XXIe siècle. Cela dit, c'est vraiment là l'idée, à un moment donné, elle parle du centre. L'époque qui pense que l'esprit est dans la tête, c'est voilà. Culturellement, on est dans cette époque-là. Par rapport à Aristote, c'est déjà une révolution, parce que avant on pensait que l'esprit était dans le cœur, puis on s'est rendu compte que sinon c'est une pompe, et puis même il y a peut-être un effet émotionnel. Voilà, c'est ça. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que le cœur il impulse les hormones, et il y a un vrai rôle de synchronisation temporelle des hormones qui part du cœur. Donc c'est pas faux. C'est en partie vrai. Comme on dit que l'esprit est dans la tête, c'est vraisemblablement en partie vrai. Donc, et le cœur, en plus, il y a un début de réseau de neurones, donc ça interpelle aussi. Voilà. Comme un début de cerveau. Mais le neurone n'est pas forcément le substrat de l'esprit. Alors, voilà, ça dépend des cultures. On est sur la fonction 9.
Alors, nos fonctions nobles, donc je vous disais surtout, et par rapport à ce que rajoutait Serge, en effet, de penser donc le centre, puisque c'est le docteur Bordeu qui répond à Julie de Lespinasse, mais nous pensons avec le centre de la pensée. Et finalement, oui, on a donc parfois des pensées qui sont conjoncturelles sur ce qui se passe à la mode, et puis d'autres pensées qui nous viennent, qui sont beaucoup plus fondamentales, les pensées éternelles, et c'est ça qui est intéressant aussi à capturer. Mais est-ce que tu parles des croyances que Non, tout un pas chacun croyance. Non. On est sur les pensées. Comment on pense que 2 et 2 égale 4? C'est pas la croyance que si c'est la base 10, mais si c'est la base 2 ou la base 8. Non, juste, ça pense en moi, et je m'aperçois que quand ça pense, la forme, la structure de la pensée qui se pense en moi, elle est, comme là par exemple Danfield qui parle, il est méthodique, ça, puis ça, puis ça. Puis il y a une intervention de Serge, ah oui, c'est vrai, on va recentrer sur une bipolarité entre le centre de la pensée, qui est donc une pensée qui va être claire, structurée, mais durable, et puis la périphérie, la pensée qui est à la mode, qui est... Voilà. C'est ça qui me paraît extrêmement important. Alors, est-ce que vous avez tous à peu près saisi, ou est-ce que vous voulez un complément? Qu'est-ce qui ne serait pas clair pour vous si c'est le cas? Non, je pense qu'il faut qu'on mette... Enfin, il faut qu'on s'entraîne à ça. Et j'ai l'impression qu'on l'avait déjà plus ou moins abordé de manière intuitive, même si on voulait, dans un premier temps, se focaliser sur les réactions, les neurofonctions corporelles. Il nous était venu à l'esprit, quand ça pense en moi, qu'est-ce qui se passe d'une manière conceptuelle, intellectuelle et émotionnelle. Peut-être chez toi, par hasard, par accident, et comme tu dis, intuitivement, mais au niveau du cours, sur le plan rationnel, formel, structurel, non, parce qu'on était sur du corporel. Bien sûr, évidemment, si on se dit, est-ce que j'ai corporellement une symétrie entre ma main qui va comme ci, ma main qui va comme ça, eh bien, évidemment, il y a quelqu'un en moi qui pense symétrie, évidemment, mais c'est non dit. Alors que là, maintenant, nous le déclarons. C'est la déclaration des droits de l'homme et de la femme universelle, évidemment. Bon, alors, plaisanterie mise à part, je vous propose qu'on aborde donc la fonction 10, on travaille du mercredi, la fonction 10 qui va être en rapport avec la neurofonction 3, donc une neurofonction conceptuelle d'origine visuelle. Et comme vous le savez ou vous ne le savez pas, quand vous fermez les paupières et que vous vous rappelez d'un paysage ou d'un visage que vous avez vu, et même lorsque vous fermez les paupières et qu'à partir de la mémoire, des mémoires, d'un début d'arbre, d'un soleil, d'une plaine, vous fabriquez un nouveau paysage, vous conceptualisez, vous créez conceptuellement, visuellement, eh bien, vous réactivez les mêmes zones sur le plan neuroanatomique, visuel, donc comme si vous étiez en train de voir. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt, c'est de pouvoir, le mercredi, donc je vous invite pour les 2 semaines qui viennent, de mercredi, de vous essayer à capturer des moments où les paupières closes ou même les paupières ouvertes, vous visualisez, donc il y a un rapport conceptuel ou rappel simplement passif ou bien actif, créatif, d'images que vous avez en mémoire. Donc ça peut aller très loin. Parenthèse, j'ai moi-même tenté des expériences dans le style, sans avoir rien fumé, je précise. Vous promenez en forêt, vous voyez les arbres qui sont verts et vous décidez maintenant, je vais les voir en violet. Et voilà que le cerveau va fabriquer la couleur violette pour les arbres. Bon, ça, c'est un certain entraînement. Mais on se rend bien compte pourquoi, parce que, alors, récepteurs cannabinoïdes, bon, je ne vais pas rentrer sur les détails biochimiques, mais en réalité, la machinerie, elle n'a pas besoin de drogue pour se fabriquer des images en couleur, par exemple. Mais ce qui est très intéressant, c'est que
il y a par exemple des ingénieurs qui travaillaient sur des automobiles en se disant, avant même de le concevoir sur ordinateur avec des fonctions en mathématiques, qui pouvaient permettre de savoir si on a une automobile, on la place comme ci ou comme ça, ou on la perce dessous, on la tourne. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est comment on est dans la capacité de, dans notre cerveau, moduler les idées. Alors là aussi, là pour l'instant, on est sur des images. Les images, on en a un petit peu parlé récemment, c'est, comme on se le disait, on a une caméra par exemple devant nous, puisqu'on est là sur des éléments de type audio-visioconférence, eh bien on peut se dire que c'est très étonnant. Je parle avec quelqu'un, je regarde par ici, mais je sais dans mon cerveau que géographiquement, il est là-bas. Il est là-bas géographiquement. Mais moi, je le vois ici sur ma caméra. Bon, c'est une gymnastique intellectuelle assez intéressante. Mais pour y revenir, ce qui est intéressant, c'est surtout de pouvoir concevoir donc, cette neurofonction 10. C'est à chaque moment où il y a une image visuelle donc, dans mon cerveau, pouvoir me dire, cette image, je la capture, je sais qu'elle est là, je vais l'attraper, et ça servira après, on parlera de neuroconnexion avec des images. Et je vous propose aussi, c'est possible, j'en parlais un petit peu avec Serge tout à l'heure en préparant le cours, il y a une neurofonction qu'on a appelée 10', qui est assez intéressante, qui est de considérer cette fois l'aspect non plus conceptuel, sensoriel, j'allais dire visuel, mais l'aspect conceptuel intellectuel. Parce que quand je dis je regarde, d'une certaine manière, c'est aussi je projette mon regard intellectuel sur l'avenir. C'est-à-dire que je peux très bien avoir une idée qui vient et qui me projette. J'avais une petite phrase d'ailleurs dans ce livre-là, voilà, dans ce livre-là, il y avait une petite phrase qui était, je vous ai dit, en note de bas de page. Alors, donc, nos fonctions 10, auto-observer les images qui se forment en leur, on parlait des étudiants, donc, en leur cortex visuel lorsqu'ils ont des paupières closes et se souviennent de ce qu'ils ont vu, ou lorsqu'ils se projettent conceptuellement en construisant des images, entre guillemets, mentales. Neurofonction 10', ce qui permet, après cette approche conceptuelle d'origine sensorielle au gré d'une approche conceptuelle d'origine intellectuelle, de capturer le regard intellectuel et donc vers où semble aller une idée lorsqu'on soumet à notre intelligence. Donc vers où semble aller une idée qu'on soumet à notre intelligence. Alors ça pense en moi, blablabla, une idée apparaît, et où va cette idée? Est-ce que je pourrais voir, entre guillemets, intellectuellement, vers où est-ce qu'elle est en train d'aller? Donc, je vous invite aussi à pousser, si ça vous dit, la fonction 10 à la fonction 10'. Ce que je peux ajouter sur la neurofonction 10, c'est qu'il y a deux manières de travailler cette neurofonction 10. La manière volontaire, donc comme vous l'a présenté Nancy, vous fermez les yeux, vous ne fermez pas les yeux, et puis vous pensez volontairement. Et il y a la manière aussi intentionnelle, et là c'est un peu plus rare. Dans le fil d'une conversation, quelqu'un vous parle et ça va déclencher en vous une image. Donc il faut être présent. Ça, voilà, il y a deux manières de travailler cette neurofonction-là, comme la neurofonction 14 qu'on verra par la suite. Alors ça me permet de vous dire ce que vient de dire Serge, en effet, sur justement la déprogrammation, la libération de ces programmes qui sont en nous, sans nous. On est toujours entre Ivan Pavlov et j'ai oublié son prénom, M. Skinner. La problématique, donc, en termes de mécanismes comportementaux, c'est que, en effet, quelqu'un nous parle et spontanément, il y a des images en nous. Et puis, c'est pas nous qui décidons, c'est un automatisme. On est là encore des robots, des esclaves. Et nous libérer, c'est pouvoir nous dire déjà, je capture l'image qui se produit en moi. On n'est pas encore à la stopper, on n'est pas encore à la modifier, mais déjà se dire, ah, je sais que quand on me dit ça, il y a telle image qui arrive dans mon cerveau.
c'est déjà le commencement de la liberté, on va dire. Mais Pour revenir sur ce que tu viens de dire, est-ce que l'utilisation, par exemple, d'analogies ou dans ma vie de tous les jours, j'ai souvent à gérer des conversations très complexes. Et quand je fais partie de ces conversations, j'ai souvent des images analogiques qui se forment pour ressortir ou répéter avec un concept différent, par exemple visuellement, pour dire si je dis un concept très compliqué en disant, bah, imaginons que c'est une maison, on a une cuisine ici, alors qu'on parle de quelque chose de beaucoup plus compliqué. Est-ce que cette fabrication d'analogies, ça rentre dans ce type de neurofonction? Alors, complètement. Mais en même temps, ce qu'il faut considérer, c'est, je parlais des diagrammes de Richard Feynman en physique, mais là, je reviendrai sur Aurélie qui est parmi nous et son article très intéressant dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, parce que précisément, elle est sur cette question des concepts qui apparaissent en nous et qu'on n'arrive pas à comprendre, mais tout de suite, elle relativise en disant, mais attention, si mon cerveau ne peut pas les comprendre, c'est peut-être aussi qu'il ne veut pas les comprendre, parce que s'il les comprenait, ça bouleverserait ça ou ça dans son fonctionnement. Donc, à nous d'être aussi capables de nous dire, si telle image arrive quand on me tient tel discours, quand je veux présenter telle idée, elle a peut-être un sens. Donc, je ne vais pas la balayer, je vais simplement, modestement, je disais un petit peu avant, on ne travaille pas sur comment je gère l'image, mais simplement, j'aperçois l'image, je sais qu'elle est là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est si je suis en conversation avec quelqu'un, s'il y a une émotion, l'émotion colore et forme des conditions favorables ou défavorables à l'image qui se forme en moi. J'ai remarqué, par exemple, si je suis très très proche de quelqu'un qui me parle de quelque chose qui est très sensible pour cette personne-là, il est possible que je vois la situation. Mais ça, c'est parce qu'il y a une relation très très forte, et justement de l'ordre de la vision, je ne sais pas, intérieure ou je ne sais trop quoi, qui permet ce type de synergie proche. Oui. Alors que, à l'inverse, ça nécessiterait un effort justement de volonté pour écouter quelqu'un qui, si par exemple j'ai une relation nouvelle avec quelqu'un, je vais être obligé de fabriquer une intention et un effort pour justement fabriquer des analogies pour mieux comprendre ce que la personne me dit. Donc dans un cas, il y a un effort et dans l'autre cas, il n'y a pas d'effort. Enfin, il y a même un anti-effort. Et donc c'est là où, à mon avis, se joue la question de la tension mentale dont on a parlé avant. Donc, oui, c'est ça. Il y a un lien avec ce 8 et ce 10, si j'ai bien compris. Alors, on viendra sur des neuroconnexions entre 8 et 10 plus tard. Et puis encore plus tard, d'ailleurs, on travaillera à partir de la TD numéro 21, justement, vers le 27 ou 28, je ne me souviens pas, mais on abordera justement cette problématique de l'émotion qui peut nous permettre de renforcer une réalisation intellectuelle, une conceptualisation carrément. Donc ça peut aller même une création très loin. Mais pour l'instant, on reste simplement sur l'aspect cognitif, on garde l'aspect affectif pour plus tard, mais cela dit oui. C'est juste, non? Juste, oui. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la non-fonction 10 ou pas? On reste vraiment sur la capture, hein, pour que je sois sûr. C'est vraiment juste attraper ce... Non, tu peux en fabriquer, toi, depuis toi-même, volontairement. Donc, tu penses, je sais pas, à ton petit chat, ou ce que tu veux. Et puis là, tu en fabriques, donc pour t'habituer. Et puis, effectivement, il y a cette capture. Capture qui peut venir de l'extérieur, ou capture qui peut venir depuis toi-même, en ayant... Et c'est une capture qui n'est pas une fabrication volontaire, mais c'est une capture qui interviendrait dans un fil de pensée, et à ce moment-là, tu aurais une image mentale qui apparaîtrait.
Voilà, c'est bien, là c'est bien net. J'ai plusieurs façons de travailler cette fonction. Ça va pour tout le monde? La capture de ces images conceptuelles. Bon, alors dans ce cas-là, on arrive à la neurofonction 11, on arrive au jeudi, alors elle est correspondante à la neurofonction 4. La neurofonction 4, c'était de se dire quels sont les mouvements corporels qu'il y a dans ma machine. Ma machine a tendance à se gratter tout le temps, là quoi. Ouais, elle se croise absolument la jambe droite, et comme alors les gens qui essaient de se donner de l'importance dans certains métiers. Je vous écoute, on prend un carnet, un stylo, toujours la même jambe croisée de mon côté, n'est-ce pas? J'ai souvenir de Carole qui nous avait parlé de ça dernièrement. Ah oui. Les jambes croisées l'une sur l'autre. Oui. Donc voilà. Donc on peut se dire là, on va avoir un mouvement corporel qui nous amène à se croiser la jambe, à se gratter le bout du nez, à ceci, cela. Et bien là, nous allons nous intéresser aux mouvements intellectuels. Et oui, parce que quand ça va d'une idée à une autre, et pouvoir, alors ça c'est une gymnastique aussi très difficile, lorsqu'on est, parfois moi-même, humblement, ça m'arrive de perdre mon fil d'idée, mais oui, parce que... Toi, Delphine, tu perds le fil. Mais c'est terrible. Et le fil d'Ariane en plus. On ne peut plus aller dans l'espace, hein, le fil d'Ariane. Bon, donc, c'est l'instant où on a une idée, on explique ça, et puis on peut que quelqu'un nous coupe la parole, c'est encore pire que pire, et on doit revenir sur l'idée d'avant. Mais le pire, c'est de revenir sur l'idée d'avant-avant. Et puis parfois l'idée d'avant, avant, avant. Et c'est là qu'on arrive à découvrir qu'il y a des mouvements entre une idée et une autre. Alors, on croit qu'on pense, c'est moi qui pense, maintenant je ne pense pas ça, sinon je peux rattraper mes idées. Ça se pense automatiquement dans mon cerveau, sans moi, et donc ça pense que, ah oui, alors je voudrais parler de ça parce que la lumière, et puis après, nous vient, par association justement, un mécanisme. Ah oui, mais alors justement, je parle de ça parce qu'avant, il y avait ci, puis on raconte blablabla. Et le ça et le si, bien, on a oublié après que c'est parce qu'on a parlé de ça, qu'ensuite on a parlé de ci, que maintenant on parle de ça, et qu'après on va parler dessus. Et quand on arrive à essayer d'être présente à ces changements d'idées, donc ces mouvements intellectuels, on arrive peu à peu à prendre possession, si je puis dire, de cette machinerie qui fonctionne sur nous, ce cortex intellectuel. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'on suit le passage d'une idée à l'autre, parfois même d'un mot à un autre. Voilà. Alors, il y a des mouvements d'idées, comme disait Delphine, qui vont du coq à l'âne, un total changement d'idées. Pas de l'âne au coq. Et donc, un total changement d'idées. Et puis, il y a les mouvements d'idées qui vont affiner l'idée d'avant. On va ajouter des ajouts. Il y a deux sortes de mouvements d'idées. Ah oui, il y a aussi les renforcements qui ont été créés lorsqu'on était petit. En fait, on a tous des tendances à passer, par exemple, du général au particulier ou du particulier au général, ce qui est lié à la méthode d'éducation des enfants. C'est un aspect dont je me suis aperçu il y a quelques années. C'est pas neutre, en fait. C'est pas neutre, la maternelle et c'est pas la maternelle, c'est la 11e, la première classe. Là. Ah oui, le cours préparatoire. Qui influe pas mal. Alors, en plus, oui. Pardon, j'allais dire, c'est un peu soit il y a ce que tu disais à l'instant, soit tu peux zoomer en avant, en arrière sur une idée et rester sur une idée, mais avec un mouvement, par exemple dans le détail ou dans la généralité, ou j'avais utilisé le verbe faire, ou partir dans des digressions et être capable de revenir ou de garder le fil pour revenir au thème original si on est parti dans d'autres thèmes. Ce sont les deux aléas. Tout à fait. Par exemple, par rapport à ce que disait Stéphane, il est vrai qu'on peut véritablement s'interroger sur les structures de notre cerveau qui viennent en effet de la petite enfance, ou de la grande enfance d'ailleurs,
et qui sont des mécanismes qu'on prend, mais qu'on peut retrouver après, d'ailleurs, selon les formations. Par exemple, quelqu'un qui va suivre des études d'ingénieur, on va lui demander d'aller en effet du général vers le particulier. Mais quelqu'un qui va suivre des études de commerce, c'est le contraire. Il faut pouvoir vendre. Donc on va prendre Monsieur Dupont, Madame Durand. Pour vous, c'est tel produit, du particulier vers le général. Donc on se rend bien compte qu'il y a non seulement comment la vie nous a façonné, nous a moulé, ce que vient de dire Stéphane, des cours préparatoires dès la petite enfance ou la grande enfance, mais il y a après aussi comment la société, la vie, les études, le métier, le rapport à mon voisin ou à ma compagne ou à mon chien ou je ne sais qui, eh bien, va nous amener à avoir encore ce rapport, cette structuration, et à nous dire à chaque fois, en effet, est-ce que telle idée me vient, j'arrive à capturer soudainement qu'il y a telle idée que j'exprime, là par exemple la fille qui parlait de général ou particulier par rapport à telle ou telle structure d'enfance ou de plus tard, et puis maintenant Danfield qui revient là-dessus. On peut s'apercevoir qu'il y a des phases, comme s'il y avait, donc on va y venir dans quelques instants, des postures intellectuelles, et puis entre les postures, justement, des mouvements. Et ce sont ces mouvements qu'il est important de capturer et au demeurant même de reproduire. C'est assez difficile. On y reviendra bientôt, ce sera dans 2 cours, dans 3 cours, dans 2 cours, oui. Mais on sera sur cette idée, c'est-à-dire il faut vraiment se dire, j'essaie de capturer là, maintenant, tout de suite, alors c'est moi qui parle, donc pour moi, ça peut être pour vous qui écoutez, tiens, il a dit ça, mais ça rebondit dans ma tête. Alors, on n'est pas encore sur des neuroconnexions pour se dire, ça rebondit avec telle image visuelle, par exemple, mais on peut déjà s'apercevoir que ça va dans ce sens-là. Ça rebondit, ça ne rebondit pas, ça rebondit à tel moment. Et puis telle autre idée rebondit, alors que pourtant elle a été classée 3 idées après, elle rebondit avant. Pourquoi elle rebondit avant les trois idées? Parce que pour moi, pour quelqu'un en moi, c'est peut-être plus important, ou c'est plus structurant, ou c'est plus étonnant, voilà, rassurant, voilà. Peut-être plus sur des structurations intellectuelles que émotionnelles, mais rassurant aussi, oui. Voilà. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que vous avez besoin d'exemples? Est-ce que... Oui, c'est clair. Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, neurofonction 12, on arrive au vendredi. Neurofonction 12, c'est bien, justement, je parlais de posture, bien des postures intellectuelles. On a étudié les postures corporelles. Voilà, on a telle posture. Bon, on a des postures corporelles. Eh bien, intellectuellement, on ne s'en rend pas compte. On a aussi des postures. Alors, vous comprenez pourquoi le travail émotionnel, on aura beaucoup plus tard, parce que encore plus étonnant de découvrir qu'on a des postures émotionnelles. Mais pour l'instant, donc, on en est aux postures intellectuelles, et déjà de se dire, ben, moi je croyais que je pensais que je voulais penser, ben non, ça pense en moi selon des schémas, A, puis B, puis C, ou bien dans une autre langue, A, B, G, alpha, bêta, gamma, ou aleph, bet, guillemets, etc. Selon telle ou telle langue, on va se retrouver avec tel mot, telle lettre en l'occurrence, qu'on place ici ou qu'on place là. Et si c'est de l'alphanumérique, on va se dire que c'est bizarre, on a 1, 2, 5, et non pas 1, 2, 3. Et on s'aperçoit que nos postures, donc nos idées, finalement, on commence à prendre des mots, eh bien, une idée, elle vient après une autre, et pas avant, et pas à côté, et pas en dessus, elle est avant, ou elle est après. On va se dire, pourquoi? Ben, c'est comme ça, c'est dans mon cerveau, ça fonctionne comme ça. Et là, nous sommes d'abord dans l'exploration de la machine dans laquelle on se réveille chaque matin. Donc, ce cerveau dans lequel je me réveille va avoir la tendance, par exemple, à donner une idée schématique, un peu ce que disait Stéphane avant, ben, ce sera l'idée globale, voilà, il y a ça. Et puis après, j'analyse que ça pourrait se développer comme ci ou comme ça, en plus petit. Mais on peut se retrouver aussi avec des gens plus, on va dire, plus opérationnels, moins stratégiques. Un exemple, c'est-à-dire, on sera devant un travail analytique,
pourrait-on dire, en termes de pédagogie, c'est-à-dire des gens qui vont directement dire, ben voilà un exemple, il y a ça, ça, ça. Ils n'ont pas du tout démontré quoi que ce soit, ils n'ont pas exposé le mécanisme général, mais ils sont dans l'exemple. On entend par exemple concrètement, pour illustration, des jeunes gens qui vont nous parler, on a eu ça, des histoires de banlieues défavorisées où il y avait des heurts entre cités. Des jeunes gens qui allaient casser dans l'immeuble d'à côté les poubelles, les voitures, tout ce qu'on peut casser. Et quand la police arrivait avec des journalistes en les interrogeant, mais pourquoi vous avez tout cassé là-bas? Ouais, parce que Paul, parce que, je sais pas, un autre prénom, Jacques, il m'a énervé parce que là, il a cassé ma moto, je sais pas, moi. Le garçon, en l'occurrence, la fille, n'aura pas l'idée de dire mon voisin, mon cousin, qui s'appelle Paul. Ce sera Paul là. C'est-à-dire qu'on a des cerveaux qui vont être immédiatement plongés dans la problématique. Et on s'aperçoit même de gens à bon niveau, si on peut dire, que leur façon de présenter une idée, parfois même une question, la question est tellement mal posée qu'on ne comprend absolument pas, on ne sait pas quoi répondre. Et puis après, il y a l'autre qui s'énerve. Non, en fait, il faut poser les bons mots pour notre auditeur, les mots précis, pointus. Mais ça, on peut s'en apercevoir quand on se découvre que notre machinerie intellectuelle présente des termes dans tel ordre plutôt que dans tel autre, avec tel ou tel schéma, et donc finalement telle posture, puis telle autre posture, qui sont là, comme ça, figées. Oui, et puis il y a aussi les mots, les idées récurrentes dans une journée. Donc les postures récurrentes avec des idées récurrentes, les 4 ou 5, voire un petit peu plus 6 idées dans une journée qui vont revenir incessamment, inlassablement, tout au long de la journée. Et ça aussi, c'est à repérer. Oui, complètement. En effet, c'est des idées qui reviennent sans cesse, qui reviennent en boucle. Là, on est dans des circuits, on peut le dire, parce que souvent, j'avais eu un échange avec Alain Prochance, un neurobiologiste, il n'y a pas longtemps, il y a peu de temps, il est plus 2024, et je demandais à Alain justement son avis sur cette formule. On parle toujours de boucle neuronale. Et il me répondait que oui, en général, ça forme des boucles, mais pas tout le temps. En réalité, le terme pour moi le plus approprié, c'est voie neurale. Mais là, on est vraiment dans des boucles, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une réitération, comme un circuit fermé. Ce n'est pas une voie neurale, c'est une voie neurale qui revient et qui revient. Et on a une même idée fixe, c'est l'expression idée fixe. Là, je me référerai d'ailleurs dans le même livre tout à l'heure, donc le neuroconnectique, à un article d'Angela qui était extrêmement intéressant sur les idées fixes et comment stopper ces mécanismes-là, donc dans ce livre aussi. Eh bien, oui, la problématique récurrente d'une idée, alors on se dit, je sais pas, la Terre est plate, mais oui, c'est évident parce que je regarde et, loin, ils sont plats, donc c'est que la Terre est plate. Et, bon, par exemple, on est devant une idée fixe, d'autant plus que quelqu'un, un contradicteur, va me dire, mais non, elle est ronde, on l'a vu avec un satellite, elle est ronde. Alors, comment nous débarrasser des idées fixes? Déjà, en les observant de l'intérieur, c'est-à-dire quand il y a une idée qui revient, je disais ça juste avant, de manière redondante, pouvoir observer, tout à l'heure, je m'auto-observais, ça pensait ça en moi. Puis maintenant, Dream, ça sonne mon réveil, mon système de prise de conscience de moi, le rappel. Et à nouveau, il y a cette idée encore qui trotte dans ma tête. Bon, puis plus tard, à nouveau, rappel, encore la même idée. Oh là 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 là. Bon. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir repérer ces idées qui reviennent. Alors, plus tard, on travaillera bien sûr, on en a parlé un petit peu avant, et sur les émotions redondantes. Mais là déjà, les réflexions redondantes, c'est assez interpellant. Et aussi prendre conscience dans une conversation que l'on peut se répéter. Et ça, c'est aussi, c'est vraiment un beau travail parce que quand on est dans un meeting, une conférence, et qu'on s'entend répéter alors qu'il n'y a pas besoin, quelquefois il y a besoin de répéter.
Et donc, on prend conscience qu'on répète, mais on répète, je reprends mon terme de tout à l'heure, à bon escient. Mais quelquefois, non. C'est juste une répétition pour répéter. Alors, on ne sait pas qui répète, le positionnement intellectuel répète, le personnage répète, mais voilà, il faut en prendre conscience parce que pour l'autre, pour l'interlocuteur qui nous écoute, c'est très... ça lasse. C'est pas super. Et même à l'écrit, je pense à quelqu'un qui écrivait une thèse récemment, qui me montrait et qui prenait conscience soudainement, ah bah oui, telle idée, mais je l'ai déjà écrite, bah oui, c'était 3 pages avant. Mais... Et c'est très fatigant de lire quelqu'un en se disant, mais il n'a même pas, oui, ouais, il n'a même pas réfléchi, que c'est déjà là, c'est déjà posé, presque avec les mêmes termes, les mêmes mots. Donc à un moment donné, oui, en effet, prêtons attention à ce qui est formulé, donc, en effet, à l'oral ou à l'écrit. Et dernier petit exemple, on va aussi être tenté de répéter lorsqu'on est dans un groupe, par exemple ici, en visioconférence, on va être tenté de répéter avec nos mots à nous ce qui vient d'être dit par quelqu'un d'autre. Et là aussi, on va rentrer dans une posture répétitive, posture intellectuelle répétitive avec nos mots à nous, et ça ne va rien apporter à la thématique en cours. Il faut aussi s'en rendre compte, prendre conscience. Oui, pour ajouter à ce que vient de dire Serge, ce qu'il a dit un petit peu avant, il est vrai que c'est intéressant pour nous de prêter attention à cette différence entre l'automatisme, donc d'une certaine manière, on prend le terme de Stéphane, pour se rassurer. D'ailleurs, c'est Carole, d'ailleurs, dans le même livre, qui travaillait sur quel est le mécanisme en moi qui cherche à se rassurer. Et il est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que quand on a pris conscience assez du mécanisme, ben on n'en a plus besoin. Et là, ce qui devient intéressant, c'est en effet de se dire, si je répète, c'est pédagogiquement, c'est pour aider les autres à bien comprendre. Mais sinon, ce n'est pas la peine. Il faut au contraire éclaircir, simplifier et limpidiser, si je puis dire, l'expression orale ou écrite. Quel est pour vous les idées ressassement? Est-ce qu'il y a une notion émotionnelle dans le ressassement qu'il n'y aurait pas dans les idées récurrentes? Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait tout entendu. Parce que le début de la phrase a été syncopé. Pour vous, la différence entre les idées récurrentes et le ressassement, est-ce qu'il y a une notion émotionnelle dans le ressassement? Oui, clairement. Et c'est pour ça que, comme je le disais avant, bon, le travail émotionnel, on le voit vraiment après. Donc là, on a deux séries de préparation, donc corporelle puis conceptuelle, intellectuelle. Après, on aura beaucoup de neuroconnexions avec tout ça. Et après seulement, on viendra sur ce qui est du domaine de la préparation émotionnelle et motivationnelle. Parce que c'est véritablement très difficile de pouvoir complètement se libérer, pouvoir être, je dirais, presque froid ou froide. C'est-à-dire on est chaleureux vis-à-vis de l'autre, on le sait, mais on va s'exprimer d'une manière claire, c'est-à-dire intellectuellement carrée. Et ça implique vraiment un travail de désidentification. On n'est plus identifié à nos émotions, on est libéré des émotions, tout en les ayant, parce que je place aussi une nuance, parce qu'il y a des gens qui avaient lu les premiers livres concernant la neurocognitive qui m'avaient dit, mais ce serait donc ne plus avoir d'émotions, mais pas du tout. C'est bien d'avoir des émotions, mais pas être prisonnier, absorbé par les émotions. C'est là toute la nuance. Donc oui, ce que vient de te dire Serge, Isabelle, c'est tout à fait oui, mais pour l'instant, travaillons justement cette base. Alors je prendrai une analogie absolument magnifique, c'était les pharaons dans l'Antiquité égyptienne, avec le crochet qui retient, le fouet qui excite. Donc on a émotion, motivation, mais on a réflexion, cogitation. Attention, on se calme. Mais ta question, Isabelle, était pertinente, hein, vraiment. Ah non, j'aurais dit impertinent. Une rebelle, elle l'a dit, hein, la machine est rebelle. Mais la conscience dedans maîtrise une rébellion. Autre remarque, les uns les autres, les unes les autres.
Pas chez Laurent. Bon. Aurélie non plus. Un grand sourire chez Carole. Non. Ok. Bon. Alors, neurofonction 13, on en a un petit peu parlé parce que celle-là, elle est assez vaste. On avait parlé, d'ailleurs, en analogie artistique du théâtre, quand on avait présenté les neurofonctions corporelles. Et là, on pourrait dire en effet qu'on était sur donc, quel rôle se joue à travers toutes les neurofonctions qu'on a observées avant. Et corporellement, on se disait, bien voilà, si j'ai telle posture, et puis qu'il y a tel ou tel mouvement à côté quand je parle, et puis il y a tel regard, et puis il y a telle contraction, et puis je suis positionné par ici plutôt que par là, etc. Donc quand on regardait un petit peu tout ça, quand on observait, je ne vais pas aller plus loin que le regard, même si on a compris qu'on avait parlé, l'écoute est un peu de côté, eh bien, et c'est pour ça qu'on la placera plus tard en position numéro 7, eh bien là, cette fonction 13, elle est semblable, mais sur le plan intellectuel et conceptuel. C'est-à-dire de pouvoir observer tout ce qui apparaît, très complexe, dans notre fonctionnement intellectuel, voire de mémorisation, comme on parlait un petit peu avant, par exemple sur le plan visuel, ou d'anticipation intellectuelle à partir du processus visuel, visualisation, eh bien, ce qui devient intéressant, c'est de se dire quels sont les mots, alors là, on peut y revenir, qui me traversent. On peut se dire quelles sont les phrases qui se construisent à travers moi. Et là, on peut se dire ces phrases, selon qu'elles sont localisées en périphérie ou à côté ou près de la fenêtre, entre guillemets, de notre intellect. Si on se dit ces phrases, elles sont alambiquées, complexes, difficiles, on a du mal à les comprendre ou à les prononcer, ou au contraire, c'est tellement fluide, ou ces phrases, elles sont complètement l'une découlant de l'autre d'une façon complètement logique, complètement dans un mouvement tranquille, ou est-ce que ces phrases sont composées de tel type d'idées qui s'agencent les unes des autres de façon très cohérente, mais en même temps, comment sont ces phrases? Quelles sont ces phrases? Quels sont les mots qui les construisent? Et si je changeais un mot pour un autre, et si je changeais un mot dans la phrase à la place d'un autre, est-ce que ça changerait toute ma théâtralisation, tout mon neurofonctionnement, et à ce moment-là, mon cerveau penserait autrement. Et là, en effet, on parlait des petits-enfants, on est en pleine reconstruction. Tiens, si je m'amusais à fonctionner autrement. Et c'est là qu'on revient, en effet, je vais clore mon petit propos et passer la parole autour de moi, mais c'est vrai que l'idée de faire de trucs, de machins, de choses, tous ces mots qui n'ont pas de sens, qui sont dits par mécanisme, par automatisme, bien justement, libérons-nous de ces mots-là et essayons d'avoir la possibilité de choisir, de sélectionner tel mot plutôt que tel autre. Nous apercevoir dans un premier temps, on est dans l'auto-observation, cette fois intellectuelle, auto-observation de voilà, tel mot se dit à tel moment dans ma phrase. Il y a des gens, par exemple, je pense même à une personne qui a eu des fonctions importantes, elle a été directrice de la sécurité sociale, je pense à elle, et il lui arrive de parler un truc, voilà. Personne de ce niveau qui truc. Et oui. Donc on se dit qu'il y a un moment, le cerveau, on parlait d'ailleurs, Stéphane parlait d'énergie tout à l'heure, le cerveau a une sorte de hein, c'est comme un blocage énergétique. La machinerie n'a plus le sous-programme qui viendrait derrière, elle ne sait plus comment fonctionner, et donc cette machinerie, elle va prendre n'importe quel mot, un mot fourre-tout, je l'avais évoqué, mais c'est vrai que ces mots fourre-tout, elles sont passe-partout, et on connaît cette terminologie aussi, mais oui, ça permet de s'assurer qu'on aura dit un mot, bon, vous comprendrez, hein. Et c'est là qu'il faut être prudent. Alors on sait qu'il y a des langues, notamment, je pense à des langues est-orientales, qui sont des langues conceptuelles, il y en a pas mal, même dans d'autres pays aussi. Même, je ne sais pas d'ailleurs, le vietnamien, est-ce que c'est pas aussi, oui, une langue conceptuelle, contextuelle, pardon, là-dessus c'est intéressant. On est devant beaucoup de langues qui sont dans le contexte. D'ailleurs, on a dit 3 mots, puis on doit comprendre que forcément ça veut dire ça, puisque
on est en train de parler ensemble, forcément, ça veut dire si, puisqu'il est en train de pleuvoir. Alors qu'il y a des langues beaucoup plus agaçantes, comme la langue française, où tout est extrêmement tiré par les cheveux, ça va mieux. Et à partir de là, on a compris que, c'est pour ça que le Fonds monétaire international veut avoir un président français, une présidente française, et plein d'organisations internationales, parce que ces Français vont nous agacer avec leur langue, ils vont trouver le petit détail, parce que là, justement, on n'est pas dans une langue contextuelle, on ne comprend pas par le contexte, on comprend par la précision des mots. C'est assez intéressant. Et c'est là qu'à nous d'utiliser justement la langue française, qui est une véritable richesse, par cette structure même qui ont son fonctionnement, et de nous dire que je pensais à des spécialistes de l'époque il y a longtemps, mais bon, bref, j'allais chercher des termes, des composants. Mais l'idée, elle est là, oui, véritablement, les composants de la langue, la possibilité que l'on a donc de nous dire, changeons-les, et d'abord, en premier lieu, capturons-les. Quels sont les mots qui viennent dans ma tête? Quels sont les mots fourre-tout qui viennent parfois? Quelles sont les phrases automatisées? Ah, comment ça va? Et vous, et votre chien, votre chèvre? Non. Oh la chèvre! Oh non, pardon, oh la vache! Bon. Et c'est plein de mots comme ça, plein d'expressions, d'automates. Et à nous d'en prendre conscience le plus possible. Donc on est toujours dans le même mécanisme, la même méthodologie. On a le réveil, le système de stoppage qui nous réveille dans la journée du vendredi, à tel ou tel moment. Ce rappel nous rappelle que on est polarisé sur cette fonction intellectuelle, que donc il y a telle et telle structure. On l'a dit un petit peu avant, je l'ai dit un petit peu avant, donc tel mot en termes d'espace intellectuel, en termes de contraction, décontraction intellectuelle, en termes de posture intellectuelle, de mouvement intellectuel, etc. On a tout ça qui se construit, qu'on capture, et donc là, on s'aperçoit que telle phrase apparaît, telle idée apparaît, et dedans, tel mot apparaît, et qu'on peut peut-être remplacer tel mot par tel autre. Et là, expérience, là, on n'est plus sur un travail d'auto-observateur, mais plutôt d'expérimentateur, expérimentatrice. On essaie de remplacer, et ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on dit le mot faire dans un livre, on se dit, il a fait ses courses, non, je vais changer la phrase dans ma tête, il est allé s'approvisionner chez l'épicier. Ah, je suis dit, ça n'avait plus se terminer. Quel logo! J'ai entendu, je vais donner la parole rapidement. Et finalement, oui, alors il y a une... si je reviens vers les neurofonctions corporelles, ce rôle corporel, c'est qu'est-ce que je donnais à voir à l'autre. Et maintenant, ce rôle intellectuel, qu'est-ce que je donne à entendre intellectuellement à l'autre. Et effectivement, pour nous, parce que ça me concerne aussi, ça concerne Anne-Fille, ça concerne Stéphane, ça nous concerne tous, quelles sont les phrases automatiques qui sortent de ma bouche sans moi, ou qui se pensent en moi sans moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans moi? Ça veut dire sans auto-observation. Donc, le travail, finalement, de cette discipline qu'est la neuroconnectique, c'est le renforcement sur l'auto-observation, être là au moment où ça parle, s'auto-observer au moment où ça va commencer à parler. Donc, avec ce regard vers nous, ce regard entre guillemets, vers nous, vers notre intérieur. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci. Auto-observation égale conscience, c'est ça. Conscience réflexive, donc qu'on appelle populairement conscience de soi. Alors d'autres prises de parole qui a besoin d'exemples, qui en a trouvé un, qui est dans la satisfaction avant d'aborder la neurofonction numéro 14.
J'allais dire j'ai le cerveau en compote, mais j'allais dire aussi j'ai le cerveau en purée de fruits pour changer l'habitude. Alors, c'est intéressant parce que la compote, c'est plutôt sucré, la purée est plus salée. Hein, comme quoi, déjà, Ah, je fais une symétrie de palais. bon, c'est royal, une symétrie de palais. Oh, ma fille, c'est C'est beau aussi, c'est palais. voilà. Oui, et puis il y a une forme d'esthétisme aussi, de beauté, de recherche du mot précis. C'est de mots nouveaux que l'autre n'a pas l'habitude d'entendre, que vous utilisez peut-être pour la première fois. Et vous avez plaisir à utiliser ces mots-là, ces verbes-là. Il y a un plaisir qui va venir. Parce que ce plaisir, vous l'avez peut-être à l'écrit, mais maintenant, on vous demande d'essayer de l'atteindre à l'oral. Alors, on attaque la dernière, en fonction 14. Là, similaire à la neurofonction d'écoute corporelle, il y a l'écoute d'abord, on va dire, conceptuelle d'origine sensorielle, c'est-à-dire j'ai fermé mes oreilles, bon, je mets un clapet, là. Je suis dans le soir, dans mon lit, c'est la nuit, silence autour, tout va bien, et puis soudainement, je décide de me rappeler de la voix de Louis XIV, par exemple. Ah oui. Moi, je décide de me rappeler du bruit de mes pas dans la neige. Ça, c'est pas mal. Ou alors de la dernière musique de M. Tchaïkovski. Enfin, bref, c'est le moyen de réactiver des neurones. Donc, région de Wernicke, on est dans les zones de l'oreille, justement. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est toute la mélodie qui va derrière, tout le souvenir. Ça nous ramène à la neurofonction 10. Tout ça. Oui, ça nous ramène à la neurofonction 10. Que ce soit lointain ou pas lointain en termes de, par exemple, la nuit avant de me coucher, me rappeler quelque chose du matin ou d'il y a 10 ans, c'est pas... Oui, c'est indépendant. C'est pas important. Par contre, ce qui est intéressant, alors on revient un petit peu sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, tout à la demi-heure, sur la notion de la neurofonction 10, c'est-à-dire qu'on peut avoir des images, disais-je, en neurofonction 10, visuelles qui viennent, qui s'imposent à nous, qui imposent leur dictature soudainement, alors qu'on est en train de parler avec quelqu'un sur une thématique quelconque, paf, l'image qui nous tombe dessus. Bon. Et là, c'est pareil pour les sons. Donc, on est sur des, entre guillemets, images, des images sonores, et on va écouter quelqu'un qui nous parle, et puis on se rappelle de la voix d'un tel, ou on se rappelle de tel autre qui avait chanté, ou on se rappelle de telle musique qui fredonne. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être là, présente, à se dire, ah, ça se pense, si j'ose dire, ainsi en termes de fonctionnement dans mon cerveau à ce moment-là. Ça se joue en moi. Et est-ce que c'est indépendant de... Je vais donner un exemple et je veux juste savoir si ça s'apparente à ça. Je regarde un film, la musique du film me rappelle de façon très très forte la musique d'un autre film. Et j'ai ce jeu avec ma femme où je lui dis ça, c'est tel compositeur. Est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est dans l'absence de son ou une image sonore ou un son se forme en moi? Est-ce que c'est plutôt dans ce scénario-là ou alors est-ce que ça peut être un rappel parce que j'entends un son qui me rappelle un autre? Ça peut être les deux, parce que Les deux. déjà, quand tu as dit je regarde un film, et là, c'est plutôt j'entends et je regarde un film. Fonction 13, attention aux mots. Mais ce qui est intéressant, c'est précisément de pouvoir réaliser que quand tu écoutes en effet une musique,
peut y avoir un rappel fin. Moi, personnellement, je me souviens quand j'avais écouté, au bout d'un moment, la musique du célèbre film, enfin d'un des célèbres films d'Indiana Jones, qui est toujours la même musique d'ailleurs dans tous les Indiana Jones, un jour j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais c'est le second mouvement de la troisième, comment s'appelle-t-il, de Rachmaninoff, de Sergei Rachmaninoff. Ah, oui, ah bon. Mais je suis d'accord avec toi que tu as une mémoire qui vient se juxtaposer, alors que tu as donc un phénomène d'écoute corporelle, et à ce moment-là apparaît une écoute, je veux dire, conceptuelle, qui vient se glisser en substrat, c'est-à-dire en plus neuronal, c'est comme une interfoliation, c'est extrêmement intéressant, mais c'est ça tout à fait. Et puis d'autres moments aussi, comme tu l'as dit, ben, c'est simplement le calme absolu, puis là, ça arrive. Les deux. Okay. Je vois Aurélie avec une sorte d'interrogation dans le visage. Non? C'est tout bon? Est-ce clair? D'accord. Laurent aussi, je vois. Isabelle Carreux. C'est bon. Alors, nous allons clore la partie enregistrée, puisque là, tout le monde peut apprécier.